bonjour et bienvenue à cette conférence de l'après-midi du Printemps de l'économie sur la décarbonation de l'industrie automobile européenne au cœur de la nouvelle guerre commerciale. Alors, juste avant de commencer, on m'a dit de faire un petit bonjour quand même au lycée Marianne de Créteil, au lycée Paul Verlaine de Reims et aux étudiants de l'INSEC qui nous écoutent à distance. Voilà. Alors, pour introduire ce sujet, finalement, je ne vais pas commencer par la décarbonation, parce que je pense qu'on est passé quelque part à autre chose. Et je pense que ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est une rupture technologique majeure, comme il s'en produit à peu près une par siècle dans les différents domaines. C'est un petit peu comme quand on est passé de la machine à écrire à l'ordinateur, ou de la caisse enregistreuse, ou du livre au cinéma, si vous voulez. Autrement dit, la question fondamentale qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les acteurs de l'automobile aujourd'hui seront ceux qui feront les voitures de demain, ou est-ce que, comme les fabricants de diligence ou ceux de machines à écrire, eh bien, ils disparaîtront avec leur technologie. Et ça, c'est aussi une des conséquences de la grande révolution numérique qui a imposé des nouveaux champions et qui ne viennent pas tout à fait du même horizon. Alors évidemment, finalement, le paradoxe, c'est que ce sont les Européens qui ont déclenché cette vague extraordinaire dont on va parler. Ils l'ont déclenché pour des objectifs, eux, qui sont climatiques, des objectifs de décarbonation, on disait, avec effectivement l'interdiction des véhicules thermiques à l'horizon 2035. Et c'est important parce que l'automobile, c'est encore une des rares spécialités européennes où l'Europe se défend au niveau mondial de façon extrêmement vigoureuse. Elle fait travailler des millions de gens et apporte évidemment beaucoup de richesses à l'économie européenne. Et donc la question qui va se poser, c'est quelle est cette réponse? Alors pour l'instant, la transition est relativement lente. On a beaucoup parlé des Chinois, on a beaucoup parlé de Tesla, mais le rythme de pénétration est encore relativement long. Ce qui se passe, c'est que tout d'un coup vient se télescoper un nouvel environnement avec des guerres commerciales initiées par le nouveau président américain. Et on se trouve aujourd'hui devant un bouleversement économique et technologique et géopolitique qui entremêle des enjeux climatiques, une guerre commerciale et une rupture technologique. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Alors on va essayer de décrypter tout ça avec nos invités. À mes côtés, Didier Kling, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Île-de-France. À ses côtés, Elvire Fabry. Vous êtes chercheuse en géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Vous travaillez sur l'Europe et le commerce. À ses côtés, Tommaso Pardi. Vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste de l'automobile, de l'industrie automobile, et vous dirigez le GERPISA, groupe de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile. C'est une espèce de grand think tank qui réfléchit sur tous les tenants et les aboutissants de l'industrie automobile, notamment dans le domaine social. Et puis, alors j'ai interverti, mais Vincent Vicard à ses côtés. Donc Vincent Vicard, c'est le barbu, hein, pour ceux qui veulent. Et vous êtes directeur adjoint du CEPI, et vous êtes spécialiste du commerce international, et vous avez écrit beaucoup sur l'industrie en général, et évidemment aussi sur l'automobile. Alors, la première question, je vous propose que finalement on traite ça, au moins on traite deux grandes questions qui sont où en est-on aujourd'hui, et puis qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions que l'Europe peut apporter aux défis qui se posent à elle. Et donc, dans un premier tour comme ça, je voudrais vous poser à tous finalement un petit peu la même question, c'est-à-dire est-ce que la menace chinoise est déjà effective aujourd'hui en Europe, et puis comment on peut expliquer finalement ce paradoxe entre des constructeurs qui se portent plutôt bien, qui enregistrent encore des bénéfices dans les résultats, et puis effectivement une grande
crainte sur leur compétitivité face à l'arrivée des nouveaux entrants. Il y avait eu Tesla, maintenant il y a aussi les Chinois. Alors, je vais peut-être commencer par Tommaso Pardi, tiens, puisque vous êtes quand même au cœur de la machine, vous dialoguez en permanence et avec les constructeurs, vous connaissez très très bien ce milieu. Est-ce que c'est la panique en Europe ? Alors, la conjoncture est effectivement très compliquée. Les constructeurs européens viennent d'entrer en crise. C'est une crise très étrange puisqu'aucun n'est perd de l'argent. Normalement, on parle des crises automobiles quand les constructeurs sont dans les rouges. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je vous expliquerai rapidement pourquoi on parle des crises à ces niveaux-là. Et puis, les constructeurs chinois en face montent en puissance depuis 3-4 années. Et ça ne s'arrête pas. Les rythmes de lancement des nouveaux modèles, l'élargissement des gammes, l'introduction des nouvelles technologies, tant dans la batterie que dans les véhicules connectés, intelligents. On a des avancées tous les mois et c'est assez impressionnant. Alors d'abord, parlons de la crise du secteur automobile. Il faut parler de la parenthèse enchantée. Il y a eu une parenthèse enchantée qui a duré à peu près la période du Covid et puis la pénurie des pièces et composantes électroniques qui était une des conséquences du Covid. Pendant cette parenthèse, il n'y avait plus de concurrence. C'est-à-dire qu'il y avait une contrainte qui pesait sur la production, donc on produisait moins de véhicules, mais la demande a rebondi après les Covid. Et donc les constructeurs qui normalement ont beaucoup de mal à vendre des véhicules, il faut des rabais, il faut des politiques commerciales, c'est très difficile de vendre un véhicule neuf, et bien là c'est devenu beaucoup plus simple. Et donc, ils mettaient le prix qu'ils voulaient finalement à leur voiture, ils ont pu tout le monde en voulait. Les mix, ils ont pu choisir les prix, ils ont pu soigner leur marge. Et donc on a connu 3-4 années de profit exceptionnel. L'industrie automobile européenne n'a jamais été aussi profitable. Et la norme avant les Covid, c'était 5-6% des marges opérationnelles, on a passé au double. Et même pour Stellantis, on a frôlé les 14-15%. Et maintenant, la parenthèse s'est terminée, on revient à des niveaux de profitabilité normales, mais pour les marchés financiers, c'est un peu difficile de décrocher, et donc les constructeurs ont été sanctionnés, leur capitalisation s'est divisée par 2, boursière, et les constructeurs ne savent pas très bien comment gérer ces tournants, parce que d'un côté, s'ils baissent leur prix, ils baissent aussi leur marge, et c'est un peu compliqué. De l'autre, ils héritent d'un marché automobile européen qui est toujours 20% plus bas que celui d'avant-crise, d'avant-Covid. Et donc, ils ont des usines de trop, des emplois de trop, donc faut-il restructurer ça semble bien être la voie qui a été choisie jusqu'à maintenant. Faut-il au contraire baisser vraiment les prix, entrer dans une guerre commerciale, une guerre des prix, au risque de voir les Chinois, peut-être Tesla sortir gagnants. Ils ne savent pas trop bien comment gérer ces tournants, et en plus, en ayant soigné leur marge avec des véhicules plutôt lourds, chers, en ayant pris les marchés par les hauts, ils n'ont pas vraiment les modèles pour augmenter leur part des marchés sur l'électrique. Et là, beaucoup d'enjeux, des négociations ont eu lieu à Bruxelles ces derniers mois pour obtenir des flexibilités sur les objectifs CO2. Les constructeurs ont eu gain de cause. Et cela signifie encore plus ralentir, au fond, les rythmes de l'électrification et donc voir les Chinois s'éloigner. Donc c'est tout un peu l'enjeu de cette période un peu confuse, à vrai dire, où avant, au moins, on se disait, bon, il faut électrifier le plus vite possible. On avait l'impression que tout le monde s'était mis d'accord et qu'il y avait une stratégie commune, alors que là, on a l'impression que les constructeurs hésitent un peu sur quelle stratégie prendre. Est-ce qu'il faut revenir à la neutralité technologique? Est-ce qu'il faut remettre en cause l'électrification? Est-ce qu'il faut que je fasse des partenaires avec les constructeurs chinois? Est-ce qu'au contraire, il faut que je me coalise avec des Airbus pour résister? Ce n'est pas très clair et tout ça, ce n'est pas très bon. Alors on va revenir sur justement ces sujets, les pistes de réflexion pour essayer de répondre à cette interrogation. Il y a 2 pays majeurs en Europe dans l'automobile, la France et l'Allemagne. Est-ce que leur situation est très différente? Quelle est la différence finalement entre les constructeurs français et les constructeurs allemands? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Il y a une énorme différence, bien entendu. D'abord, on produit beaucoup plus de voitures en Allemagne toujours, alors qu'on en produit de moins en moins en France. Il y a une désindustrialisation automobile qui est à l'œuvre depuis 2005-2006 et qui ne cesse pas avec l'électrification, malheureusement. Aujourd'hui, en France, on a un niveau de production automobile on est revenu au niveau du début des années 60, en termes des volumes de production automobile. Donc il y a une grave crise de la production automobile en France.
Et l'électrification, on espérait un peu, c'est en tout cas comme ça qu'Emmanuel Macron l'avait présenté lors du plan de sauvetage de l'industrie automobile pendant la Covid, comme une opportunité de renverser la vapeur, de réindustrialiser. Et il y a eu quelques signaux positifs, notamment des investissements dans les Hauts-de-France, gigafactories, production automobile à Douai. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour renverser la donne. Et surtout, les constructeurs français ont souffert, comme tous les autres constructeurs européens qui produisaient des véhicules d'entrée de gamme, de la montée en gamme un peu réglementaire du véhicule moyen européen, qui est devenu de plus en plus lourd, de plus en plus puissant, de plus en plus cher. Et à ces jeux-là, les Allemands sont beaucoup plus forts. Et en plus, les Allemands ont eu un autre relais de croissance extrêmement important, la Chine. Ils ont exporté des centaines de milliers de véhicules en Chine. Ils en ont produit encore plus, des millions. Et cela a très largement contribué à leur profitabilité. Mais ça les pénalise aujourd'hui d'être si présents en Chine. Aujourd'hui, oui. Mais ils étaient dans une position de force qui commence à s'éroder. Et d'ailleurs, c'est une des problématiques, c'est-à-dire est-ce que les Allemands sont prêts à se rendre compte que leur modèle, qui a très bien marché jusqu'à maintenant, est aujourd'hui structurellement en crise et que pour l'intérêt de l'ensemble de l'Europe, il faut changer des modèles en Allemagne et donc accepter, d'une part, l'effet que l'Eldorado chinois, c'est fini, d'autre part que d'un coup, il faut se protéger de la Chine et non plus, comme avant, laisser tout ouvert parce que maintenant, c'est eux qui gagnent des parts des marchés en Chine, en Europe et font des profits en Europe et c'est plus l'Europe. Et troisièmement, c'est aussi repenser tous les cadres réglementaires européens qui étaient très favorables à cette montée en gamme, aux véhicules premium allemands. Et maintenant, on a besoin de véhicules électriques d'entrée de gamme, et donc il faut changer les règles pour favoriser cela. Alors, juste pour fixer les idées, combien d'emplois en France, combien d'emplois en Allemagne? Alors, en France, on doit être, vraiment de manière très générale, à la louche, autour de 200 000 emplois qui restent dans l'industrie automobile à peu près, en intégrant les fournisseurs et les équipementiers. 200 000. 200 000 à peu près, on doit être 170 000, 180 000 pour être précis. Et en Allemagne, on est à plus de 4 fois plus, on est autour de 800 000 emplois directs dans l'industrie automobile. Voilà, donc 1 à 4, ça fait quand même beaucoup. Alors, Elvire Camus, comment finalement la guerre commerciale est venue percuter cette situation qui était déjà compliquée pour les constructeurs automobiles? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur ce plan-là? Alors, quand on parle de cette transition vers l'électrification, il y a en effet 3 enjeux. Il y a la décarbonation, il y a le besoin de préserver la compétitivité de cette industrie, et puis il y a tout ce contexte international qui intervient à un moment déjà où les relations entre l'Union européenne et la Chine devenaient plus tendues, parce que ça fait un moment que l'Union européenne critique les distorsions de politique commerciale que pratique la Chine, et notamment tout son système de subvention à l'industrie, avec des objectifs de long terme qui sont fixés, et pour le coup dont on devrait s'inspirer, mais un système de subvention très important qui tronque une concurrence équitable, et donc avec notamment une Union européenne qui s'équipait de nouveaux instruments de défense commerciale et qui vise davantage justement ces problèmes de distorsion de concurrence chinoise. Lorsque Tommaso, à juste titre, a insisté beaucoup sur ces différentiels de marge, de bénéfices entre les constructeurs de véhicules thermiques et de véhicules électriques, c'est important de remettre dans le contexte international toute cette transition, parce qu'on voit que les constructeurs allemands non seulement ont réussi à obtenir des parts de marché, ou des parts de bénéfices en Chine sur le total de leurs bénéfices mondiaux, qui ont pu atteindre plus de 30%, ce qui fait qu'ils sont en effet très dépendants de ce marché chinois, et que ça complique la donne aujourd'hui au moment où on réajuste, on met en place des mesures qui permettent de mieux encadrer cette concurrence. Lorsque les Européens ont commencé ont ouvert leur enquête sur l'utilisation de subventions dans la production chinoise, c'est donc une enquête qui a été initiée, qui a été lancée par la Commission européenne elle-même, ça a provoqué une réaction très dure du côté chinois.
et des mesures déjà de rétention qui se sont manifestées par des contrôles, la mise en place de contrôles sur les exportations, notamment de minerais critiques dont on dépend nous-mêmes pour la production de nos véhicules électriques en Europe, notamment tous les minerais critiques qui sont quasiment un monopole de l'économie chinoise. Pour les Européens, la mise en place de ces droits de douane, qui représentaient à peu près au total entre des droits de douane qui pouvaient aller de 8 à 40% pour les véhicules qui étaient produits, qui venaient de Chine, ça ne signifiait pas fermer le marché européen, mais donner un temps de respiration à l'industrie européenne pour qu'elle puisse s'ajuster justement à cette nouvelle concurrence qui, comme Tommaso l'a dit, s'est manifestée en 2-3 ans. C'est-à-dire qu'entre la période pré-Covid, où on avait à peu près 0,4% des ventes de véhicules électriques qui étaient faits par des constructeurs chinois dans l'Union européenne, on est passé à près de 8%. Donc avec une myopie, d'une certaine façon, des constructeurs européens sur cette capacité d'innovation chinoise, alors qu'ils avaient investi depuis déjà 2009, et un excès de confiance même, je dirais, sur la concurrence des constructeurs chinois, en particulier même sur le haut de gamme, parce qu'on sait que les véhicules électriques chinois sont beaucoup moins chers, et notamment en entrée de gamme, et c'est là où il y a cette différence importante entre les constructeurs, notamment français et allemands, des constructeurs français qui sont davantage positionnés sur l'entrée de gamme, constructeurs allemands plus sur des véhicules de luxe. Mais on voit qu'actuellement les Chinois sont même en train eux-mêmes de fabriquer des modèles qui sont concurrentiels, de plus en plus concurrentiels également dans le secteur du luxe. Ouais. Voilà. Donc ce temps de respiration, je dirais que pour les Européens, il faut l'investir avec des mesures de politique industrielle, on va revenir dessus, mais pour renforcer cette compétitivité en Europe. Mais ça intervient également à un moment où, du côté américain, les mesures qui viennent d'être prises par Donald Trump, non seulement ont ciblé d'abord en priorité le Canada et le Mexique, qui sont les deux bases arrières de production de l'industrie automobile pour approvisionner le marché américain, un marché qui est également très important pour les constructeurs européens. C'est à peu près 20% de leur exportation venant de l'Union européenne, mais ils sont eux-mêmes... Surtout les Allemands d'ailleurs, en fait. Surtout les Allemands, ouais. Absolument. Mais qui sont déjà installés de longue date au Mexique et au Canada. Donc la menace d'appliquer des droits de douane de 25%, qui a été reportée d'un mois, mais sur les importations qui viennent du Canada et du Mexique, toucherait également de manière brutale les intérêts des constructeurs allemands. Alors là, ce sont plus les constructeurs, je dirais même les exportations vers les États-Unis ou les ventes aux États-Unis de véhicules thermiques, mais également avec l'idée d'approvisionner en véhicules électriques le marché américain, qui reste le troisième marché. Après, on a d'abord le marché chinois, qui est le plus attractif pour les véhicules électriques, le marché européen, et puis il y a le marché américain. Et face à nous se présente l'échéance début avril, le 2 avril, d'un nouveau train de mesures qui serait annoncé par l'administration Trump et qui vraisemblablement devrait viser en particulier le secteur automobile, puisqu'on se souvient que déjà pendant sa première administration, il critiquait le fait que l'on ait non seulement un différentiel de droits de douane qui aujourd'hui est de 2,5% sur les importations arrivant aux États-Unis contre 10% dans l'Union européenne, et que les Européens continuent à beaucoup vendre aux États-Unis alors que l'on achète relativement peu de véhicules américains parce qu'ils ne correspondent pas aux besoins du consommateur européen. Donc on voit qu'on a une industrie européenne qui aujourd'hui se trouve d'une part sous une pression croissante des constructeurs chinois qui ont déjà anticipé l'application éventuelle et donc maintenant effective de ces droits de douane et qui commencent à rediriger leur stratégie vers plus d'investissements dans l'Union européenne en parallèle de ces importations de véhicules dans l'Union européenne, et par ailleurs un marché américain qui lui pourrait s'avérer beaucoup plus compliqué et qui serait une incitation, je dirais, supplémentaire, en tout cas pour les constructeurs, à se tourner vers une stratégie de soutien à la demande dans l'Union européenne pour préserver ce marché européen
D'autant plus que de toute façon, la législation est là pour maintenant, malgré l'assouplissement des échéances sur une période de 2025-2027, les contraint à accélérer leur investissement dans la recherche et le développement et dans l'innovation. Alors, Elvire Fabry, est-ce que où est-ce qu'on en est des droits des taxes anti-dumping européennes? Alors, elles sont déjà appliquées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un effet quelconque dessus? Qu'est-ce qu'on sait finalement de l'application actuelle? Parce qu'en plus, c'est compliqué, effectivement, vous le disiez, c'est par constructeur. C'est-à-dire, je crois, Tesla, c'est, je ne sais plus, 8%, quelque chose comme ça. Et puis, certains Chinois, comme BYD, ça va être 25%. Enfin, donc, c'est assez compliqué. C'est déjà rentré en application? Ça marche C'est entré en application. Et en effet, non seulement c'est par constructeur, mais ça signifie que même des constructeurs européens qui produisent en Chine et qui importent leurs véhicules dans l'Union européenne sont eux-mêmes soumis à des droits de douane, ce qui a conduit même BMW à porter plainte contre la Commission européenne, contre l'Union européenne, à l'OMC. Et les constructeurs allemands sont d'ailleurs vent debout contre ces mesures, de manière générale. Il y avait justement des positions assez différentes selon les constructeurs, parce que les constructeurs allemands, comme je vous le disais tout à l'heure, ont encore à peu près 30% de leurs profits qui viennent du marché chinois et ne veulent pas eux-mêmes déjà être exposés à des mesures de rétorsion plus spécifiques. Et par ailleurs donc, sont soumis à ces droits de douane, alors que les constructeurs français ne sont quasiment pas présents sur le marché chinois, se sont même retirés du marché chinois et ont misé beaucoup plus sur le marché européen ou américain. Alors, toute la question, la vraie question qui se pose dans cette transition industrielle, parce qu'on parle bien d'un changement d'une industrie à une autre, on passe du thermique à finalement du numérique et de la chimie sur roue. La question qui se pose, c'est de savoir si ce qui a été la caractéristique majeure de cette industrie, qui est une production régionalisée, on produit sur un marché pour vendre au consommateur local, va évoluer avec une Chine qui commence à devenir beaucoup plus une plateforme d'exportation. Et elle a cette ambition d'exporter beaucoup plus ses véhicules électriques, d'autant plus qu'elle est en situation de surcapacité. Donc elle a besoin de cette demande extérieure et qu'elle a même en tête d'approvisionner aussi beaucoup plus largement le sud global. Donc est-ce que ça peut vouloir dire un changement de modèle de production et donc de stratégie industrielle? Alors Didier Kling, vous êtes à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie l'Île-de-France, je le disais. Donc vous constatez la santé de l'industrie dans la première région de France. Est-ce que de votre point de vue, cette désindustrialisation française, là on comparait avec l'Allemagne évidemment, est-ce que ça la rend particulièrement vulnérable? Oui, bien sûr. Lorsque j'entends dire que l'industrie automobile se porte bien, c'était vrai. C'est plus vrai maintenant. On regarde les chiffres les plus récents, l'année 2024, c'est plus vrai. Quand on regarde un peu l'environnement, je ne parle pas uniquement des constructeurs, je parle de toute la chaîne de valeur. Vous parliez de l'Allemagne, Volkswagen a annoncé 30 000 suppressions de postes. Et c'est pareil pour Bosch, tous les sous-traitants, et c'est vrai chez nous. Donc on est face à une transition dans laquelle les grands ensembles géopolitiques n'ont pas adopté du tout la même stratégie. Les Américains, sous la présidente Joe Biden, ont mis beaucoup d'argent sur la table pour faciliter la transition, 500 milliards d'euros. Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont devenir maintenant, aujourd'hui. L'incertitude, c'est pas bon dans l'industrie. L'industrie, c'est le temps long. Lorsque j'investis, j'ai besoin de 5 à 10 ans pour rentabiliser mon investissement. Donc je ne sais pas très bien ce qui va se passer aux États-Unis, alors que c'est un marché considérable. Les Chinois ont eu une stratégie complètement différente, ce qui explique les résultats d'aujourd'hui. En fait, ils ont, plus ou moins discrètement, accaparé, appréhendé les terres rares, ce qui est utile pour les batteries. Et ils ont construit chez eux un grand nombre d'usines pour organiser, pour traiter ces matières premières, de sorte qu'ils sont prêts aujourd'hui pour les véhicules électriques. Or, vous disiez tout à l'heure, un véhicule électrique, ça n'a rien à voir avec un véhicule thermique.
Lorsque Jean-Dominique Sénard dit « Je n'ai pas été entendu par la Commission européenne sur cette transition écologique », il y a eu des études d'impact, mais il n'y a pas eu d'analyse d'impact. On ne m'a pas dit, si on passe brutalement d'un moteur thermique à un moteur électrique, comment ça se passe pour vous? Il dit tout simplement, moi j'ai dans mon groupe un certain nombre d'ouvriers, d'ingénieurs qui savent parfaitement fabriquer des moteurs thermiques, mieux que les Chinois. Mais les Chinois, ils ont dit, on va oublier cette phase, on passe à la phase suivante. Et je ne peux pas transformer mes quelques centaines de milliers de salariés brutalement en chimistes. Ce sont des mécaniciens, ce ne sont pas des chimistes. Donc j'ai beaucoup d'employés, beaucoup d'usines dont je ne sais pas très bien quoi faire aujourd'hui parce que le métier n'est pas le même. Donc c'est vrai pour les acteurs industriels de la chaîne, c'est vrai aussi pour les consommateurs que nous sommes. Nous savons tous qu'une voiture électrique, ça coûte plus cher qu'une voiture thermique. Une Renault 5 de 20 000 € passe à 30 000 €. Donc il y a un vrai problème derrière cette stratégie qui était la nôtre, sur le plan européen. Il y a un vrai problème. On n'a pas suffisamment apprécié quel était l'impact pour l'ensemble des producteurs et pour l'ensemble des consommateurs. Il y a donc une vraie politique aujourd'hui d'adaptation qui se révèle nécessaire. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que l'industrie automobile européenne a encore un avenir? Vous disiez dans vos questions, est-ce que les acteurs seront les mêmes? Ce n'est pas certain. Une voiture, hier, c'était un moteur. Et autour de ce moteur, on décidait une carrosserie aussi agréable que possible. Aujourd'hui, une voiture, c'est de la chimie, une batterie et des logiciels. Et pas de chance, les batteries, elles viennent pour beaucoup de Chine. Et les logiciels, ils viennent de ce qui n'est pas la Chine continentale. On a essayé en Europe, on a déployé des efforts importants, des investissements considérables, pour essayer d'implanter des usines de batteries. Vous voyez ce qui s'est passé tout récemment. C'est la faillite, tout simplement parce que le marché ne suit pas à la vitesse qui était prévue. Oui, vous faites et même chose pour les puces. À la faillite de Northvolt Absolument, en Suède. une faillite toute récente. Et même chose pour les puces électroniques. Donc on a un vrai problème de transition lourde sur lesquels on ne pourra pas réussir s'il n'y a pas des accompagnements qui sont nécessaires pour maintenir ces emplois et cette industrie. Alors, Vincent Vicard, qu'est-ce que ce tableau, un peu noir quand même, s'inspire à l'économiste que vous êtes? Alors, juste peut-être pour me faire un peu l'avocat du diable et revenir un peu en arrière. Voilà, cette transition, c'est quelque chose qu'on a vu arriver. Il y avait des objectifs qui étaient fixés, ambitieux, la fin des moteurs thermiques en 2035. Il y avait des prémices. Avant les constructeurs chinois, il y a Tesla qui avait bien réussi sur le véhicule électrique, qui avait commencé à conquérir le marché européen, notamment en produisant en Europe, mais aussi en produisant en Chine dans son usine de Shanghai. Donc il y a aussi, il me semble, ce qu'on peut rappeler quand même, il y a un immobilisme des constructeurs finalement, qui ont pendant longtemps ignoré la menace de ces nouveaux acteurs, parce que c'était une menace de nouveaux acteurs, et c'est un peu la différence avec ce qu'on a en Europe. On n'a pas de nouveaux acteurs qui ont émergé, on a des acteurs historiques qui se convertissent à l'électrique, là où il y a des nouveaux acteurs qui ont émergé, que ce soit aux États-Unis, donc il y a Tesla, mais il y en a d'autres aussi, Rivian, un certain nombre d'autres, et aux États-Unis et en Chine avec un certain nombre de nouveaux acteurs. Donc on a un peu ignoré cette menace, et d'un coup, on a tendance peut-être à la surévaluer, ou en tout cas à en faire une menace très rapide. Alors qu'il faut quand même rappeler, effectivement, la Chine est passée d'un nain commercial sur le commerce de véhicules automobiles en général. S'exportait moins d'1 million de véhicules il y a 4 ans, il y a seulement 4 ans, et cette année, en 2024, c'était près de 5 millions de véhicules. Donc ils sont devenus le premier exportateur mondial. Il ne faut pas oublier que ces exportations, elles vont bien au-delà de l'Union européenne et bien au-delà des véhicules électriques finalement. Sur le marché européen, les constructeurs chinois, parce qu'il y a aussi les constructeurs européens qui produisent en Chine et qui exportent vers l'Union européenne, mais les constructeurs chinois, ils représentent une part non négligeable du marché des véhicules électriques, qui lui-même représente 15% du marché des véhicules automobiles. Donc aujourd'hui, c'est une véritable, effectivement, c'est une poussée très rapide pour un marché où on a essentiellement en général des ventes qui sont locales, donc de la production qui est locale, mais c'est une concurrence qui est plutôt une concurrence dans le futur.
et un retard qui est particulièrement important des constructeurs automobiles sur le véhicule électrique, et l'idée que dans le futur, on va avoir plus de concurrence des acteurs chinois parce qu'ils vont aussi investir en Europe. Et c'est ça l'étape d'après, il me semble, qui est importante, parce que sur les exportations, Elvire l'a très bien dit, on a aujourd'hui des droits de douane supplémentaires de 8 à 35% qui s'ajoutent aux 10% qui sont déjà existants. On a déjà des exportations qui commencent à diminuer. Il y a un chiffre qui est sorti il n'y a pas longtemps, les constructeurs chinois sur le marché européen, ils ont plus de 2 ans de stock de véhicules électriques. Donc il y a aussi un décalage entre les exportations et les ventes réelles. Donc il me semble qu'il y a cette menace qui est plutôt effectivement une menace sur le marché qui est émergent, sur lesquels les constructeurs européens sont en retard, et sur un accès au marché qui va sûrement se faire de manière différente avec des projets d'investissement qui existent déjà. Hein, BYD qui a déjà annoncé un projet d'investissement qui va se faire en Hongrie, éventuellement un autre qui commence à être évoqué en Allemagne. Donc des constructeurs qui vont pouvoir faire beaucoup plus de concurrence directement aux producteurs européens sur le marché européen. Donc ça, c'est la première dimension. Mais il me semble que, de ce point de vue-là, il y a effectivement un peu de temps qui a été aussi acheté à part la protection commerciale, et puis un peu de temps peut-être qui a été perdu par le reculer les échéances sur le véhicule électrique et qui fait moins de contraintes pour les producteurs européens, là où les producteurs chinois vont continuer à avancer. Donc ça, c'est une première dimension où on a encore des acteurs sur ce front-là. Il me semble qu'il y a une deuxième dimension qui est importante, c'est le segment des batteries. Voire encore plus en amont dans la chaîne de valeur sur les métaux critiques, sur les terres rares, où là, pour le coup, il y a un véritable retard européen qui paraît extrêmement important, au moins une génération, en tout cas c'est qui est évoqué en général, sur les batteries et sur les technologies de batterie. Et là, pour le coup, on est vraiment sur un retournement où les Européens n'ont pas l'habitude de se retrouver dans une situation où c'est la Chine qui est à la frontière technologique et les Européens qui sont en retard et qui doivent, alors la Chine et puis d'autres acteurs, hein, il y a aussi des acteurs coréens et des acteurs japonais, mais l'Europe qui doit repenser ses outils pour avoir des transferts de technologie de ces acteurs pour pouvoir développer la production sur le sol national. Parce que pour les batteries aussi, on a de la production sur le sol national. Mais la question, c'est est-ce qu'on a uniquement la production ou est-ce qu'on a aussi toutes les activités qui sont associées, les activités de technologie, la production au-delà des cellules de batterie, des cathodes, des anodes, etc. etc. Et c'est toute cette chaîne de valeur qui va se localiser éventuellement en Europe, éventuellement dans le pourtour européen, ça pourrait être au Maroc ou en Turquie. Et donc c'est toutes ces questions qui sont posées de comment accompagner les acteurs pour se localiser, les acteurs étrangers pour se localiser sur le territoire européen et les inciter ou les obliger à faire des transferts de technologie et à localiser une partie importante de la chaîne de valeur sur le territoire européen, qui est vraiment l'enjeu à mon sens aujourd'hui. Alors, ça tombe très bien parce que finalement, vous faites l'introduction un peu au deuxième thème qu'on va traiter, qui est, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein, Alors, en gros, il y a effectivement... c'est pas 3 solutions, mais en tout cas 3 pistes en parallèle. Il y a les taxes douanières, on en parlait, c'est-à-dire ralentir l'arrivée des concurrents un petit peu trop agressifs. Il y a évidemment l'investissement technologique, donc mettre plus d'argent, et puis évidemment le dernier, c'est les alliances, c'est-à-dire est-ce que finalement il ne faut pas s'allier avec la concurrence, renverser un petit peu renverser le sens finalement historique où c'était les Chinois qui copiaient les Européens, et maintenant c'est les Européens qui vont peut-être devoir copier les Chinois. Alors Tommaso, comment ces 3 pistes, évidemment, elles ne sont pas du tout du même ordre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y a eu un dialogue stratégique sur l'avenir de l'industrie automobile les mois derniers à Bruxelles, initié par la Commission, et ça a accouché un plan d'action qui a été présenté le 5 mars. Et comme c'est souvent le cas, je pense, depuis les débuts de cette aventure avec l'Union européenne, on a l'impression que les verres soient à moitié pleins, soit à moitié vides, selon qu'on le voit, mais il n'est jamais complètement plein. Et étant donné l'étendue des enjeux, il faut que les verres soient plans pour qu'on puisse réussir à rattraper notamment les retards avec les Chinois.
Alors, il y avait 3 propositions qui sont un peu dans l'essence de ce que vous évoquiez avant ces dialogues stratégiques, qui me paraissaient ambitieuses et nécessaires. La première proposition, c'est bien entendu les plans Draghi, Mario Draghi, sur la compétitivité de l'industrie européenne. Il évoquait quelque chose de très important. Il faut investir massivement de l'argent public dans cette transition. Parce que c'est des technologies nouvelles, parce que sur les batteries, par exemple, on ne peut pas laisser des entrepreneurs autonomes réussir les rattrapages des 10 ans, 15 ans perdus face aux Chinois. Il faut des infrastructures, il faut de l'argent public. Et tout le monde le sait, on est en période de restrictions budgétaires, donc les États européens seuls ne peuvent pas assurer ces financements. Donc il faut que l'Europe s'endette. Ce n'est pas vraiment un endettement, qu'il investisse autonomement dans les futurs, dans l'avenir. Et donc il évoquait un fonds d'investissement de 600 milliards d'euros financé par l'endettement européen. Quand on s'endette, en tant qu'Européen, on s'endette mieux qu'en tant que pays, on a des meilleurs taux, donc c'est déjà mieux. Et ça, c'est à mon sens une des conditions nécessaires pour que l'industrie automobile puisse avoir une épine dorsale portée par l'Union européenne, et aussi pour éviter un peu la configuration actuelle où on a 27 États membres, un peu moins, qui sont dans l'automobile, qui sont en concurrence les uns avec les autres. Chacun voulant avoir sa gigafactory, attirant des investissements étrangers. Ça ne fait pas un plan, ça ne fait pas une politique industrielle. Si l'argent était contrôlé par la Commission et centralisé, ça éviterait, que les États s'en chargent, ils n'ont pas les moyens. 2, ça permettrait d'avoir un vrai plan, une vraie politique industrielle. Donc finalement, c'est un petit peu comme avec le Covid, et d'ailleurs, on file la même analogie avec la défense. C'est-à-dire qu'il faut centraliser, en fait. On a réussi à le faire face à la pandémie, mais après, tout est reparti, tout s'est fragmenté très rapidement. Tout à fait. En fait, cette innovation institutionnelle d'une Europe qui s'endette pour soutenir l'économie des États membres, c'était justement lors de la crise du Covid. Après, donc, cette idée-là n'est pas dans les plans d'action. On n'a pas franchi ces pas-là. Deuxième idée qui me paraissait importante, c'est ne pas se limiter aux mesures protectionnistes prises jusqu'à maintenant, mais comprendre qu'aujourd'hui, face aux Chinois, face aux États-Unis, il faut des politiques plus ambitieuses, des protections des intérêts européens, puisqu'en face, ça va beaucoup plus vite. On n'a pas aligné les politiques. Aujourd'hui, les mesures prises, évoquées, les tarifs, sont largement inférieurs à tout ce qui est pratiqué par ailleurs. On est 100% aux États-Unis, 70% en Turquie, etc. Et peut-être ce n'est pas des barrières, c'est des politiques de contenu local. C'est-à-dire reconnaître qu'on a besoin de créer une priorité économique vers la production européenne. On va investir massivement dans la production des véhicules électriques, mais aussi dans l'industrie automobile tout court. Il faut s'assurer que les sous-traitants, et non seulement les producteurs automobiles, soient intégrés dans ces nouvelles stratégies de protection, et pour qu'on soit à armes égales avec les grandes puissances économiques qui sont nos concurrents. Et là encore, il y a un accent sur les nouveaux plans, sur un usage plus systématique et rapide des outils de défense commerciale dont l'Europe disposait déjà. Il y a la mention des contenus locaux pour la batterie, un enjeu stratégique, mais les restes de la filière continuent à être très vulnérables. Les tarifs sur les pièces et composantes automobiles, c'est 3%, sur les batteries, c'est 1% à peu près. L'Europe, c'est les marchés qui étaient historiquement les plus ouverts aux importations étrangères, parce qu'on est des grands exportateurs d'automobiles et pièces et composantes automobiles. Mais là, les contextes ont changé, et ça demanderait une mise à niveau des politiques commerciales. Ouais. Et puis un dernier point qu'on a porté aussi, nous, au niveau de notre réseau de recherche Léger Pisa, mais qui a été aussi porté en Europe par Luca De Meo, les patrons des Renault, qui étaient aussi à l'époque les patrons de l'ACEA, l'Association des constructeurs automobiles européens, qui était un projet industriel autour du petit véhicule électrique abordable et soutenable. On n'en a pas en Europe parce qu'il faut un cadre réglementaire adapté, il faut des politiques fiscales adaptées, il faut un projet industriel placé au cœur de l'Europe. On a parlé, c'est Luca De Meo qui a évoqué les Airbus du petit véhicule électrique avec une proposition d'alliance avec Volkswagen. Je pense que c'était vraiment une bonne voie à suivre. C'est évoqué à la marge du dialogue stratégique, mais là encore, on n'a pas ces projets des politiques industrielles. Quel véhicule électrique on veut, comment on peut les soutenir de manière coordonnée pour tous les États membres, tous les marchés, pour tous les citoyens européens. Il n'est pas encore au cœur des stratégies européennes. Donc, je pense que les plans d'action
indique bien une prise de conscience des enjeux, mais pour l'instant, la machinerie bruxelloise n'est pas encore capable de sortir les dispositifs, les outils dont on a vraiment besoin pour franchir les caps. Alors justement, Elvire Fabry, la machinerie bruxelloise, on la brocarde régulièrement, et puis on l'a trouvée indispensable pendant le Covid, et puis là on l'invoque pour la défense. Est-ce qu'elle est de taille à relever le défi de la voiture électrique ? On s'est fixé au niveau européen cette échéance de 2035, donc le cap était donné. Maintenant, on voit qu'au-delà d'un cadre juridique, législatif contraignant, il faut aussi qu'il y ait des incitations positives. Et il y a un élément essentiel dans cette transition qui est de soutenir la demande. Et ce dont a pâti l'industrie automobile au sein du marché unique, c'est qu'on a affaire à un marché qui est encore beaucoup trop fragmenté. Il est d'abord fragmenté parce que les capacités d'infrastructure de charge sont très inégales et c'est un des freins à l'achat pour les consommateurs. C'est la confiance qu'ils ont dans le nombre de kilomètres qu'ils vont pouvoir faire. Est-ce qu'ils vont pouvoir traverser la France, passer en Italie et trouver les mêmes infrastructures. Donc ça, c'est un élément qui est mentionné dans le plan d'action, qu'il faut investir plus dans les infrastructures de charge. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait plus, je dirais même encore derrière, une stratégie d'investissement qui vienne soutenir de manière plus claire et inciter, là aussi, les États membres à investir, mais aussi les constructeurs. C'est-à-dire que certains le font, plus ou moins, mais on pourrait imaginer, par exemple, que les pénalités qui sont associées au seuil de décarbonation soit réinvesti non seulement dans la recherche et le développement, en particulier pour les batteries, mais aussi dans les infrastructures de charge, qu'il y ait une forme d'implication plus nette des constructeurs européens ou étrangers qui investissent dans l'Union européenne pour investir dans les infrastructures de charge. Et on voit très bien que des pays comme en particulier les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, qui ont un réseau d'infrastructures de charge très développé, sont aussi les pays dans lesquels on retrouve le pourcentage de vente le plus élevé. Maintenant, au-delà de cette question-là, il y a aussi la question du soutien des subventions aux consommateurs. Et on a vu un effet immédiat à la fois de l'application de ces subventions et au contraire des suspensions. On l'a vu en Allemagne où en 2022, des subventions à l'achat ont fait bondir les ventes de véhicules électriques. Suspendues en 2023, les ventes se sont ralenties. On l'a vu en France aussi début 2024, les 2 premiers mois d'application du leasing social qui ont rencontré un succès fou, à tel point qu'il a fallu le suspendre, mais ça avait fait décoller les ventes. Et là, il faudrait qu'il y ait un effort de coordination au niveau des États membres pour soutenir cette demande et encore une fois harmoniser finalement cette demande au niveau européen. Et toute forme d'incitation fiscale positive telle que celle qui est évoquée dans le plan d'action qui concerne les flottes professionnelles qui représentent aujourd'hui 60% des achats de nouveaux véhicules, soit associée aussi à ces critères de préférence européenne ou de contenu local Alors pour le moment, je dirais que ce qui est évoqué par la Commission, c'est une vraie nouveauté, je dirais, par rapport à l'orthodoxie habituelle des politiques européennes. Et je dirais que la réflexion est engagée, est ouverte. Il va falloir voir quelles sont les modalités de cette préférence. Vraisemblablement, elle devrait être liée plus à des critères de soutenabilité, donc de production, d'empreinte carbone, donc ne pas avoir à tenir compte du transport pour limiter les importations et justement que ce soit une forme de production locale. Il faudrait pouvoir lier toute subvention publique, que ce soit auprès du consommateur ou du producteur, à des formes de préférence, en tout cas, oui, il faut bien l'appeler comme ça, préférence européenne. Voilà. Alors ça interroge évidemment ce que peuvent faire les pouvoirs publics pour les industriels. Alors, Didier Kling, qu'est-ce que vous attendez de l'État finalement ?
Deux éléments de réponse peut-être, mais je répondrai bien sûr à votre question. D'abord, je souscris pleinement aux propos qui ont été formulés à l'instant. Il y a une stratégie européenne, mais les politiques européennes ne sont pas les mêmes selon les États. Or, un constructeur automobile, il s'intéresse à un ensemble de marchés, il ne connaît pas ce genre de frontières. Donc c'est très difficile pour lui de s'adapter à chacun des cas. Deux éléments de réponse. On évoquait tout à l'heure l'immobilisme des constructeurs automobiles européens. Oui, on peut toujours évoquer ce point, encore que c'est beaucoup plus facile, si je suis un constructeur comme Tesla ou un constructeur chinois, de partir d'une feuille blanche. C'est beaucoup plus facile que si j'ai la responsabilité de dizaines de milliers de salariés, de quelques dizaines d'usines, parce que là, la transformation, elle prend nécessairement du temps. Donc, l'immobilisme, il est relatif. Il faut s'adapter. Deuxième élément de réponse, je crois moyennement aux mesures de protectionnisme. Par définition, je n'y crois pas vraiment, parce que je crois qu'au contraire, il faut pouvoir exporter, il faut que ça circule et que tout le monde puisse profiter des efforts dans les deux sens accomplis par les différentes nations. Maintenant, ça peut se révéler utile dans certains cas pour simplement faciliter une transition. La bonne réponse pour moi, pour les constructeurs automobiles européens, s'ils croient qu'ils ont un avenir, et ils croient qu'ils ont un avenir, c'est l'innovation technologique. Ce n'est pas la protection, c'est l'innovation technologique. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui pour eux, c'est que si je suis un constructeur européen, je dois travailler sur 3 chantiers à la fois. D'abord, les moteurs thermiques qui ne sont pas totalement morts dans toutes les régions du monde. On parle d'essence décarbonée, vrai ou faux, mais en tout cas, les moteurs thermiques, ça existe encore. Il faut penser en dehors de l'Europe. Deuxièmement, il y a l'hydrogène qui prend une place. Je vois qu'en France, on avait investi beaucoup. Pour le moment, on est un peu en retrait, on fait attention, mais d'autres continuent de travailler sur l'hydrogène. Vrai ou faux, en tout cas, il faut investir pour regarder si c'est possible demain. Et pour certains, l'électrique d'aujourd'hui, c'est une phase de transition. Mais dans 10 ou 20 ans, on passera à une autre phase. Donc est-ce qu'il faut investir absolument sur les batteries telles qu'on les conçoit aujourd'hui, alors que peut-être demain, ce sera dépassé ? Et on sera taxé d'immobilisme à ce moment-là. Et deuxièmement, sur l'électricité d'aujourd'hui, sur les batteries d'aujourd'hui, la chimie, elle évolue beaucoup. On est aujourd'hui sur des batteries liquides, on nous parle beaucoup, les spécialistes nous parlent de batteries solides, en disant que ça présenterait des avantages, à la fois en termes de volume, en termes de poids et en termes de rapidité pour recharger. Donc il faut investir dans ces 3 domaines. Et pour investir dans ces 3 domaines, il faut beaucoup d'argent. Il faut avoir beaucoup d'argent, il faut à la fois que les entreprises soient rentables et en même temps peut-être qu'il y ait un environnement, c'est-à-dire les pouvoirs publics qui facilitent cette transition dans l'intérêt de tous. Alors justement, Vincent Vicard, comment on résout... Enfin, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut plutôt un grand plan étatique, voilà, à la chinoise, on va dire, mais ils ont fait ça il y a 10 ans, 15 ans, donc ça va pas être rapide. Ou est-ce qu'il faut laisser faire les forces de marché et puis aider ponctuellement ceux qui réussissent? Comment économiquement, quel est le plus efficace? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est la grande question. Et si on avait la réponse, on aurait beaucoup moins de problèmes de développement économique en Europe et dans le reste du monde. Il me semble qu'il faut peut-être rappeler pourquoi on a cette transition extrêmement rapide vers l'électrique. On a besoin de cette transition extrêmement rapide vers le véhicule électrique et à la fin du moteur thermique en Europe en 2035 pour remplir nos objectifs climatiques. Et donc de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Si on ne réalise pas cet objectif, on ne réalise pas nos objectifs climatiques. Je pense qu'il faut quand même le rappeler. Et vous avez évoqué au début une révolution technologique. C'est une révolution technologique qui est initiée par les pouvoirs publics. Parce que c'est effectivement dans la perspective de cette réduction des gaz à effet de serre et de transition écologique. Et donc, le fait que ce soit fait par les pouvoirs publics, ça veut dire aussi que c'est une révolution technologique qui ne peut pas aller contre l'emploi. On a besoin aussi d'avoir de l'emploi, que ces stratégies de décarbonation, elles soient associées à de l'emploi et à de l'emploi sur le territoire national. Et donc je pense que c'est aussi important quand on parle de protectionnisme par rapport à développer peut-être moins vite l'industrie automobile électrique locale. Je pense que c'est aussi important de rappeler ça, qu'il y a aussi cet enjeu de long terme, comment on associe des emplois à ces politiques écologiques qui ont des conséquences importantes pour les entreprises, mais aussi pour les salariés qui sont concernés dans les différents pays.
À partir du moment où on a dit ça, voilà, il y a la question de comment l'État peut accompagner. Alors, ça pose la question de... on a tout un éventail, et c'est intéressant, l'industrie automobile, parce que ça pose la question de cet éventail de mesures qui sont nécessaires pour une politique industrielle, pour transformer une économie. Donc il peut y avoir le protectionnisme, il peut y avoir des normes, et on voit que on a vu que ce n'était pas suffisant, les normes. Quand on met des normes annoncées à l'avance, on a vu qu'il y a des... il y a des difficultés pour les acteurs à s'adapter et à prendre ce virage assez tôt. Et donc, a priori, on a aussi besoin de soutien. On a besoin de soutien à la demande. On a besoin de politique commerciale. On a besoin de politique extérieure pour sécuriser les approvisionnements. On a besoin aussi de soutien à la R&D. Et donc, on a besoin de toutes ces politiques-là. La question maintenant, c'est des politiques qui coûtent cher. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, dans un avenir rapide, à quelques années, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'au niveau de la Commission européenne, comme c'était évoqué tout à l'heure, est-ce qu'au niveau de la Commission européenne, on peut avoir des fonds importants qui vont être mis en avant ? On a évoqué tout à l'heure les plans qui avaient été mis en place par Joe Biden, extrêmement ambitieux, et c'est une capacité des États-Unis à mettre sur la table des montants importants. La Chine a pu le faire aussi. Au niveau de l'Union européenne, aujourd'hui, on ne voit pas la capacité à mettre en place, au niveau communautaire, de telles sommes. Et donc ce qui veut dire, c'est qu'il faut aller plutôt vers là où il y a de l'argent, c'est-à-dire au niveau des États membres, et essayer de coordonner cette politique industrielle au niveau des États membres. Coordonner cette politique industrielle au niveau des États membres, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence qui vienne essayer d'attirer la Gigafactory au détriment des autres pays membres. Et ça, c'est extrêmement complexe à mettre en place. Alors, on peut éventuellement mettre des fonds européens qui vont aider des fonds nationaux. Ça pose la question de est-ce qu'on accepte en tant que pays membre de renoncer éventuellement à la batterie pour avoir d'autres segments du secteur automobile et accepter que certains pays membres vont se spécialiser dans certains segments et que d'autres pays membres vont se spécialiser dans d'autres segments. Les mêmes questions sont posées sur les semi-conducteurs, sont posées sur les panneaux photovoltaïques, sur toutes les nouvelles technologies d'avenir. Et donc c'est ces questions-là qu'il faut poser. Il y a certaines il faut qu'il y ait un retour sur investissement au niveau des États en termes d'emploi pour que les États acceptent de faire ces investissements. Mais il y a aussi une nécessité de ne pas créer de la concurrence entre les États, sachant qu'il y a une concurrence internationale qui est particulièrement importante et qui va être encore plus importante, ou en tout cas encore plus frictionnelle, quand on voit que les États-Unis sortent de cette trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc vont aller sur une spécialisation qui va être sûrement très différente et moins de véhicules électriques. Et donc, il va y avoir des questions qui vont se poser de ce point de vue-là, de divergence entre les deux côtés de l'Atlantique qui vont être assez conflictuelles et donc qui vont poser la nécessité d'avoir des acteurs européens qui peuvent s'imposer au niveau mondial. Alors, on va essayer de prendre quelques questions. Il nous reste 5 minutes, 5-7 minutes, on va dire. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Parce que là, j'en ai quelques-unes en ligne. Alors, je vous les lis. Le constat de retard et de difficulté d'adaptation est-il le même quel que soit le constructeur français? En effet, les stratégies de Stellantis et de Renault sont tout de même assez différentes face à l'électrique. Donc ça, c'est une question pour Tommaso. Alors, histoire de vous brouiller avec vos partenaires. Effectivement, on l'a vu, on peut le voir dans la masse des véhicules électriques des deux marques. Les modèles Stellantis ont tendance à être plus lourds parce qu'ils sont conçus sur des plateformes mixtes. Donc Stellantis n'a pas renoncé à l'idée de produire aussi dans les mêmes plateformes des véhicules thermiques, des véhicules hybrides rechargeables, mais cela ne permet pas d'optimiser véritablement l'architecture du produit pour l'électrique. Alors que Renault a franchi le pas, notamment dans les Hauts-de-France. Vous avez l'usine des Duets qui produit la Mégane électrique, qui produit la R5. Et ces véhicules ont été conçus sur des plateformes optimisées pour l'électrique. On le voit aussi avec le nouvel Scénic, qui a été l'R5 et les Scénic Surco ont été élus voiture de l'année en Europe, parce qu'ils ont aussi une bonne efficacité énergétique, sont relativement
légères. On a un problème des véhicules électriques très lourds, mais relativement légères. Donc il y a une différence. C'est pas la même stratégie de transition. C'est pas la même stratégie de transition. Stellantis avait, à part, Stellantis c'est aussi un groupe qui est plus international à raison de la présence des Chrysler et d'une volonté de réduction des coûts par des plateformes communes qui sont multimarques. Et c'est là une stratégie qui s'épaye en termes de capacité. On parlait de la feuille blanche des constructeurs nouveaux, qui n'ont pas les bagages thermiques sur les dos. Eh bien, si on veut garder ces compromis-là, on les paye en termes d'efficacité énergétique, en termes de performances véhicules. Donc Renault en fait un peu mieux à ces niveaux-là. Mais si on ralentit, s'il y a un retour du carbone aux États-Unis, eh bien, on peut comprendre pourquoi la stratégie de Stellantis n'était pas forcément la plus mauvaise non plus. Donc voilà, c'est une question d'arbitrage. Ça va dépendre du contexte. Alors, monsieur, vous aviez une question, allez-y. Oui, bonjour. On parle beaucoup de l'offre de mise à disposition de véhicules électriques, mais en fait, on ne parle pas de la demande, de la nécessité d'avoir des véhicules dans beaucoup de situations. Là, on est à Paris, il y a quand même beaucoup de voitures, beaucoup de véhicules électriques. On a énormément de publicité à la télé, au cinéma, dans le métro, partout, pour vanter la norme sociale du fait d'avoir un véhicule et d'avoir un gros véhicule, souvent électrique. Est-ce qu'il n'y a pas un axe de travail là-dessus pour se dire, est-ce qu'en fait, on n'aurait pas besoin de moins de véhicules pour faire fonctionner notre économie ? Alors, oui, ça c'est la grande question qui ne plaît pas beaucoup évidemment aux constructeurs automobiles. Est-ce que la transition, c'est aussi la transition vers moins de voitures? Alors bon, évidemment, c'est encore pour le sociologue, mais peut-être... Je vais commencer, je pense que chacun a une opinion là-dessus. Sur les courts termes, on a 260 millions de véhicules carbonés en Europe à remplacer. Donc si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est l'objectif de l'Union européenne, eh bien, il faut produire au moins 250 millions de nouveaux véhicules électriques pour remplacer ceux existants. Donc, dans les courts termes, il n'y a pas un problème, au moins pour la production des véhicules électriques. Il en faut produire beaucoup pour décarboner au plus vite les parcs existants. À terme, effectivement, il faut envisager, une fois produits ces véhicules électriques, il faudra de moins en moins de nouveaux véhicules, parce que les véhicules électriques ont aussi, au moins a priori, si on arrive à bien garder en vie la batterie, à ne pas à l'entretenir, à la réparer, c'est un autre enjeu des véhicules électriques, ils vont durer beaucoup plus. Un véhicule thermique, 20, 25 ans, un véhicule électrique peut être pratiquement 30, 35 ans, parce qu'il va... il y a moins de pièces déjà. Voilà, il y a moins de pièces, moins de composantes, et il va vieillir beaucoup mieux à condition que la batterie reste en bonne qualité. Et en général, je pense que la problématique qu'on se pose, c'est moins la ville, où effectivement on a besoin de beaucoup moins de véhicules et on peut s'en débarrasser. Et je pense qu'il y a toute la transformation des nouvelles mobilités qui va s'en prendre en charge. Mais il y a des millions et millions de personnes en Europe qui sont en milieu périurbain, voire en milieu rural, où la densité du transport public est faible et où le véhicule est incontournable. Et ce sont ces gens-là qui, naturellement, ont aussi moins de revenus, souvent, plus on s'éloigne des villes, plus les revenus deviennent faibles, et qu'il faut aider à décarboner leur mobilité parce qu'ils roulent aussi beaucoup. Et donc, on a vraiment intérêt à en changer la direction du marché, qui était pour l'instant des véhicules et des SUV électriques très lourds, parce que ça avait deux vertus. Je peux y mettre une batterie très grande, donc même s'il n'y a pas des réseaux de recharge, je vais rassurer mon client. Je vais remplacer les véhicules thermiques qu'il voulait acheter avec un véhicule électrique avec les mêmes prestations. Et puis, je vais m'attaquer à l'autre du marché, aussi au marché du flotte, qui a tendance à être un marché des véhicules plutôt chers et haut de gamme, puisque ce qui compte, c'est la valeur résiduelle du leasing, c'est pas technique. Mais bon, là, il faut changer complètement des braquets. Il faut aller équiper les ménages qui ont besoin de rouler avec un véhicule. Là, il le faut, avec des véhicules beaucoup plus légers, beaucoup plus abordables. Alors, on va faire il nous reste 2-3 minutes là. Donc, un tour de table très, très rapide sur cette question, parce qu'elle, finalement, elle est assez fondamentale. C'est une rupture technologique, c'est une contrainte environnementale. Est-ce que c'est aussi un fait de société qui fait que le rapport à l'automobile peut changer? Alors, Vincent... Puis ensuite, alors, merci. Moi, je vais peut-être répondre sur les sujets que je connais mieux, sur les enjeux aussi en termes de production et d'emploi. Parce que cette question-là de réduire effectivement l'empreinte de l'industrie automobile, parce que réduire le nombre de véhicules, ça veut dire réduire aussi le nombre de véhicules produits, c'est une vraie question aussi en termes d'emploi. Et donc ça nécessite aussi de penser les emplois alternatifs
au-delà du secteur automobile quand on pense justement une partie des politiques qui sont mises en place et des politiques de requalification, de trouver des emplois pour d'autres. Et notamment de ce point de vue-là, voilà, il y a les transports collectifs qui sont importants, mais il y a aussi le vélo, qui est une filière qui peut être importante dans les villes pour le coup. Voilà, il y a tout un ensemble d'autres activités qui ne sont pas seulement les batteries pour les véhicules électriques, mais tout un ensemble d'autres activités qui sont aussi amenées à être développées, et donc et notamment la production du vélo, mais après il y a tout l'entretien, toute la capacité à pouvoir les recycler, etc., qui sont aussi des dimensions qui sont importantes et qu'il faut penser dans l'accompagnement des politiques industrielles à développer ces types d'emplois et à requalifier les travailleurs pour aller vers ce type d'emploi. Elvire. Alors il y a encore un élément qu'on n'a pas évoqué, qui est le véhicule autonome. Parce qu'on en est encore à la phase de Ça, c'est la prochaine rupture. Alors. électrification, mais ça en fait partie aussi, parce que notamment les Chinois sont en train d'avancer très vite dans ce domaine, et côté américain également, Tesla, ça y est, met en place à San Francisco et dans certaines zones pour le moment, limitées, est déjà en train d'expérimenter les véhicules autonomes. Ça va avoir beaucoup d'impact aussi sur l'utilisation du véhicule. On imagine bien déjà pour toute la flotte de taxis qui est à travers toute l'Europe, mais même le partage de véhicules, puisqu'on peut concevoir qu'un véhicule soit utilisé pour se rendre à son bureau et ensuite réservé par quelqu'un d'autre pour aller faire des courses ou pour d'autres fonctions. Donc c'est encore quelque chose qu'on n'a pas intégré déjà dans notre projection d'utilisation, enfin des modes de mobilité, mais c'est sans doute quelque chose qui va aussi arriver plus vite qu'on ne le pense, et ça fait partie en tout cas des éléments du plan d'action de la Commission européenne aussi, d'accélérer les investissements et notre capacité d'innovation en Europe dans ce domaine, pour ne pas laisser se dépasser à la fois par les constructeurs chinois et notamment Tesla du côté américain. Didier Kling, le mot de la fin. Un constat et une conclusion. Le constat, c'est que nous aimons bien les contradictions finalement. Là où il y a le plus de véhicules électriques, c'est dans les centres-villes. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, ça nous permet de mieux respirer. Mais c'est là où on a le moins besoin d'une voiture. C'est là où c'est le moins utile, en fait. Parce que les transports publics. D'ailleurs, un Parisien sur deux n'a plus de voiture aujourd'hui. Oui. Par contre, le vrai problème, c'est ce que vous évoquez tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, c'est plus on s'éloigne de la ville, plus on a besoin de véhicules. Et là, pour le moment, la difficulté, le vrai sujet, c'est un sujet de rupture sociale. On le voit avec les ZFE, les zones à faible émission. Le risque, c'est qu'un certain nombre de nos citoyens disent « je ne peux pas m'acheter une voiture électrique parce que c'est trop cher, mais j'ai besoin d'un véhicule et donc je ne peux plus aller en centre-ville ». Donc c'est un vrai sujet social ici. Et la conclusion, c'est, je voudrais simplement vous rappeler que la première voiture électrique, à ma connaissance, c'était la Jamais Contente dans les années 1900. C'était une voiture française, donc je crois à notre capacité d'innovation. Eh bien, c'est sur ce mot optimiste qu'on va conclure. Merci beaucoup.